Merci mon cher Philippe. Donc le premier, ce sujet, donc le projet, l'action associative, Madame fait avec Madame Rabiatou Hashimou du Niger et Émilie Capel. Je laisse Tilat Combaté peut-être nous présenter, partager les slides qui concernent cette présentation, qui est une présentation voilà, croisée. Voilà, merci beaucoup. Peut-être en grand, si c'était possible. Super, merci beaucoup. Donc, alors, juste un petit point d'interrogation, un petit point d'avertissement pour Madame Rabiatou et Madame Émilie. C'est la première fois qu'elles participent à un webinaire de ce type. Donc, ayez toutes à la fois l'indulgence, l'amitié, la bienveillance qui, pour nos deux intervenantes, pour qui c'est une grande première. Donc, un grand merci de les accompagner de votre bienveillance. Voilà, ça c'est le premier point. On peut passer à la slide suivante. Je vais introduire les premières slides juste pour présenter le programme et puis ensuite je laisserai Madame Rabiatou et Madame Émilie dérouler. Voilà, donc la présentation générale, ça sera tout d'abord une comparaison entre, au fond, l'association sur ce sujet-là, de l'intégration des bénévoles entre l'association nigérienne des hémophiles et puis la FH Nord-Pas-de-Calais. Cette fois-ci, Nicolas, je ne me suis pas trompé. Voilà. Et puis, on fera un focus sur l'enjeu éducatif, moteur de l'engagement, là, qui est un focus vraiment nigérien sur le sujet, qui pose un certain nombre d'enjeux et qui montre bien l'enjeu éducatif absolument important dans, j'ai dire, l'implication justement des bénévoles. Plus les personnes sont éduquées, plus elles s'investissent aussi. Puis en conclusion, Madame Rabiatou et Madame Émilie feront une présentation de propositions d'action pour soutenir l'engagement bénévole. Slide suivante, mon cher Tilat, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez, voilà, présentation. Donc, le première partie, ça sera sur, sur ce travail de comparaison entre l'ANH et l'AFH Nord-Pas-de-Calais. Ça sera sur la comparaison sur la motivation pour agir des bénévoles. Le deuxième point, c'est sur la comparaison sur l'organisation des associations. Et puis le troisième point, ça sera une comparaison sur des éléments de contexte qui sont extérieurs, mais qui impactent l'engagement des bénévoles. Slide suivante, et c'est là où je laisse la parole. Vous pouvez défiler, mon cher Tilat. Voilà, aussi le deuxième point, vous arrêtez là. Voilà, sur les différences. Je laisse Madame Rabiatou. Madame Rabiatou ou Émilie? C'est moi qui vais prendre la main, c'est Émilie. Voilà, voilà. Bonjour à tous, bonjour Madame Rabiatou. Donc, Bonjour madame. voilà, excusez-moi aussi, je vous préviens, ça va être un petit peu compliqué également pour moi dans le sens où je travaillais cette nuit et donc Oui. je suis un petit peu en jet lag là. Alors, c'est un peu ça en fait. Donc on va vous parler là des différences et des ressemblances sur la motivation pour agir. On va vous raconter un petit peu ce qui se passe chez nous. Madame Rabiatou, surtout, n'hésitez pas à intervenir et à ajouter des éléments qui vous semblent opportuns à tout moment, vraiment, hein. Donc nos différences, sur le désir d'aider, au Niger, donc la volonté du désir d'aider, en fait, c'est la rétribution divine. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on n'est pas sur cette motivation-là. C'est vraiment plus, sur le fait de prendre du temps pour se rencontrer et échanger sur les modes de vie de chacun. Une autre différence donc qu'on a constaté également, c'est l'âge des malades, de part et d'autre. Donc au Niger, de nombreux d'entre eux ne sont pas majeurs. Au sein de l'AFH de Pas-de-Calais, nous avons l'accès au traitement depuis très longtemps, donc nous avons de nombreux adultes. Je veux dire que l'âge s'étale de la naissance jusqu'aux environs de 80 ans, sans souci. Les problèmes, de langue, donc là peut-être, madame Rabiatou, vous pouvez me dire un petit peu comment ça se passe plus de votre côté? Au niveau de la Oui, langue? bon, les problèmes au niveau de la langue, c'est que comme il y a majoritairement ce sont des enfants et donc
et majoritairement, ils parlent la langue locale. Donc, même les parents, il y en a des parents qui, bon, je ne sais pas comment le dire, ils ont des problèmes à parler peut-être le français, je dirais. Donc, c'est un peu délicat quand on veut regrouper des personnes ou bien quand il y a un webinaire ou une formation, de les introduire, de les faire participer à ces webinaires-là. Donc, à chaque fois, ça revient à la même chose. On ne comprend pas ce qu'on dit. Et, D'accord. Madame oui, Émilie, c'est vous ça. pouvez peut-être continuer. Oui, ouais, parce que j'ai des interférences entre deux, là, c'est un peu compliqué. Oui, absolument. J'invite les personnes qui n'ont pas coupé leur micro à le couper. Oui, merci beaucoup. Et pour ajouter aussi, Madame Émilie, par rapport à la rétribution divine, c'est surtout par rapport aux parents ou aux gens qui ne sont pas hémophiles ou qui n'ont pas de proches hémophiles. Donc, eux, ils adhèrent au bénévolat et juste pour ça, voilà. C'est juste pour ça. D'accord. Ok. Donc ensuite, on va voir les différences sur les motivations, justement. Donc, les ressemblances, pardon. Donc, Tila, je vous laisse peut-être ouais, lancer donc, la ça, seconde partie. ce sont les hémophiles, les parents d'hémophiles, justement, les proches des malades qui s'investissent parce qu'ils ont envie d'aider. Ils ne sont pas médecins et ils ont envie de tendre la main et d'aider leurs proches du mieux qu'ils peuvent. Donc, leur engagement associatif, c'est ça. Nous, on a une petite nuance aussi, c'est parce que sur certains événements, des gros événements, je sollicitais des plateformes de bénévoles et ça marche plutôt bien aussi. On trouve assez facilement des bénévoles quand on a vraiment besoin en grand nombre de ces plateformes. C'est un bon mode de fonctionnement. Je ne sais pas si ça existe par chez vous, ça, Rabiatou? Non, on n'a pas essayé ça. On n'a pas essayé ça. Les bénévoles, c'est surtout les malades, les proches des malades et les médecins qui étaient là dès le début de la création de l'association. Bon, peut-être c'est une forme de mobilisation qu'on pourra plus tard envisager. D'accord. Ensuite, c'est la difficulté qu'on rencontre quand même de part et d'autre, c'est de s'investir sur du long terme, toute l'année. Souvent, on trouve des bénévoles pour le jour J, pour une action précise, mais c'est compliqué de demander un investissement sur du long terme, sur la préparation d'actions, ou même sur des enjeux un petit peu plus difficiles à gérer au quotidien, comme dans les représentants d'usagers, par exemple. Madame Émilie, je pense que cela s'explique aussi par le fait que les bénévoles, ils ont aussi un travail à plein temps. La majorité des bénévoles ont un travail à plein temps. Donc, oui, moi, je suis d'accord avec vous, c'est pareil. Oui, c'est pareil ici. La majorité des bénévoles, ils ont leur propre travail à plein temps. Donc, c'est un peu difficile pour eux, même s'il y a la volonté. Effectivement, c'est pareil de chaque côté. Ça peut rejoindre le manque de temps des personnes aussi, parce que le manque de temps, c'est surtout parce qu'on a une autre activité à côté. Et même si on veut aider, il y a aussi, il faut vivre, il faut survivre voilà, de son travail, de son propre travail. Voilà. On va passer à la merci. Oui, je propose à Tila de passer la slide suivante, qui n'est plus sur la motivation, mais l'organisation elle-même des associations pour agir. Émilie, Madame Rabiatou, à vous. Alors, les différences justement sur l'organisation des associations pour agir. Donc, on avait discuté avec Madame Rabiatou, parlait un petit peu du manque d'activités associatives tout au long de l'année, qui freine finalement l'investissement des bénévoles. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point-là? Le manque d'activité. Oui, le manque d'activité, bon, le manque d'activité, on peut dire que ça a un peu changé en 2022 parce qu'on a pu faire
pu faire un camp de vacances et tout ça. Mais là, moi, j'ai compris que c'était par faute de fonds. C'est pas parce que les bénévoles ne veulent pas et tout, parce que c'est des actions qui requièrent et des grandes sommes, des fortes sommes, parce que la majorité des malades sont dans d'autres villes et autres, donc il faut investir et tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce manque d'activité de la niche. Voilà. Ouais. Et de notre côté, donc nous, la FH Nord-Pas-de-Calais, on est rythmé par un plan d'action. Donc en fait, c'est un plan d'action qu'on prépare souvent en fin d'année pour l'année suivante. Et ça nous permet d'annoncer notamment nos projets aux adhérents pour l'année et aux adhérents et aux bénévoles, aux médecins également. Tout se fait pas forcément sur le plan d'action qu'on a prévu, parce que tout va pas de façon linéaire toujours, mais ça nous donne quand même un fil conducteur pour l'année. Ensuite, Nous, on avait fait des plans d'action. Vous avez? Oui, on faisait des plans d'action, mais qu'on n'arrivait pas à gérer. Donc, on faisait juste 1 ou 2 activités dans l'année, malgré toutes les activités qu'on pouvait citer dans le plan d'action. Mais quand même, bizarrement, en 2022, on n'avait pas fait de plan d'action et c'était l'année dans laquelle on avait fait plus d'activités. Donc, je sais pas. On parlait avec Thomas qu'on va régler ce point-là et on va essayer peut-être de projeter des actions qu'on peut réellement faire. Oui. Bah, après, il y a les actions de bénévoles de groupe et finalement, il y a aussi tout l'accompagnement individuel qu'on fait à côté qui nous prend aussi beaucoup de temps en termes de bénévolat. Ça aussi, forcément, ça prend du temps et on ne peut pas tout faire. On essaye d'étaler sur l'ensemble de l'année. Donc ensuite, on a, Donc, excusez-moi. ouais. Excusez-moi, donc si je comprends bien, votre plan d'action aussi, des fois, il vous arrive de ne pas le terminer, de ne pas pouvoir faire toutes les activités, c'est ça? Exactement, ouais. Ça arrive également, mais du coup, je repose l'activité pour l'année suivante si elle me semble toujours opportune, pardon. D'accord. Oui, je vois. Voilà. C'est pas grave si on va pas tout au bout, si tout va pas comme on veut au départ, mais enfin, il faut quand même une petite ligne de conduite, en fait, pour l'année. Ça nous aide beaucoup. Ensuite, les différences c'est dans l'organisation des associations, aussi sur, la collaboration avec les professionnels de santé. Oui, Bah, là, peut-être que je vous laisse parler de votre côté, Rabiatou? oui, oui. Donc, le travail collaboratif entre professionnels de santé et l'ANH, donc ça, c'est je sais pas, je pourrais dire un problème qu'on essaie de résoudre, qu'on veut résoudre très bientôt, parce qu'à la création de l'association, on était obligé c'était une nécessité pour nous d'agir avec les professionnels, parce qu'on ne connaissait pas où se trouvaient les malades et tout, mais au fil du temps, on a pu les regrouper et tout, et on envisage maintenant que le bureau soit essentiellement composé de ces malades-là. Ouais. Mais pour l'heure, c'est les professionnels de santé vraiment qui gèrent la situation. Mais je pense qu'on verra encore plus en quoi c'est une nécessité dans le focus que vous nous présenterez tout à l'heure. Ça mettra encore plus en avant, je pense, l'importance de ce mouvement associatif de votre côté. De notre côté, la situation est un petit peu différente, justement. C'est là-dessus, justement, que je voulais vous reparler, sur le travail collaboratif. Attendez, je retourne mes petites notes. Entre les soignants et les associations. En fait, nous, il n'y a pas de soignants du CRC qui sont inclus dans l'association Nord-Pas-de-Calais. Nous, c'est plutôt, on va dire, une décision historique. Il y a eu une scission, en fait, il y a très, très longtemps. Les membres du CRTH, on appelait en fait le centre de traitement de l'hémophilie, faisaient partie justement de l'association et on a eu une scission suite à l'affaire du sang contaminé. Donc là, le travail complètement collaboratif a été arrêté, mis complètement à l'arrêt
Et là, petit à petit, on a remis les choses en place, on a renoué les liens pour qu'ensemble, les médecins et nous les malades et familles, on puisse travailler ensemble vraiment dans l'intérêt du patient justement, pour apporter justement l'apprentissage et toutes les connaissances et proposer des ateliers ensemble, en fait. Ce que je vous Mmh. propose, il est 12h54, c'est de passer aux ressemblances. Merci en tout cas pour cette première Ouais. présentation sur l'enjeu de l'organisation des différences. Bah, voilà, bah, on était Émilie? déjà naturellement passé dessus, tu vois? Regarde, Oui. finalement, Donc, tu vois? les ressemblances, c'est le travail collaboratif entre soignants et associations. Donc, on Mmh, retrouve ce duo-là des malades et des médecins. Donc, mmh. les associations sont reconnues et entendues. Bon, je parlerai pour l'ANHI, c'est reconnu parce qu'à toutes nos activités, il y a le ministre qui assiste de la santé du Niger qui assiste. Et là, c'est vraiment un grand point pour nous. Et c'est la première association qui s'occupe des hémophiles et tout. Donc, je ne sais pas de votre côté, et Madame Émilie, s'il y a d'autres associations ou bien d'autres entités. J'ai pas bien entendu, excusez-moi, je vous ai coupé. Alors, Émilie, en fait, Madame Émilie, Madame Rabiatou vous demandait si de votre côté, ce travail collaboratif était reconnu et attendu, et vous exprimiez une petite nuance dans votre slide sur l'AFH Nord-Pas-de-Calais. Voilà. D'accord. Sur les actions justement dans le domaine de l'éducation thérapeutique, je vais peut-être vous laisser la main là-dessus. Qu'est-ce que de votre côté, comment ça se passe pour l'éducation thérapeutique? Bon, l'éducation thérapeutique, Mmh. c'est fait par les professeurs. Il y a un professeur qui est là, c'est lui qui les fait à l'occasion des journées. Et Mmh. bon, on n'en a pas fait beaucoup. Ça, je vous l'avoue, on n'en a Mmh. pas fait beaucoup. D'accord. Alors de notre Mais quand même, il y côté, avait aussi la visite il y avait aussi la visite de François Chouette, il y a aussi la visite de Monsieur Thomas et Monsieur Philippe. Donc, c'était mmh, vraiment des éducations thérapeutiques qui nous ont beaucoup aidés, mais il n'y en avait pas eu plus. Il n'y en avait pas eu beaucoup. voilà. Mais du coup, vous avez vu quand Thomas est venu justement un petit peu la forme que ça prend l'éducation thérapeutique finalement par chez nous. Donc dans le Oui, Nord-Pas-de-Calais, nous, les médecins ont une formation à l'éducation thérapeutique et nous aussi en tant que patients et parents, nous avons une formation. Donc on appelle ça une formation, parents ressources et ça nous permet d'assurer aux côtés des professionnels, la formation avec notre expertise, nous, de patients, notre vécu. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est reconnu en plus au niveau des hautes instances de santé en France. Donc, on a vraiment notre place en tant que patient expert vivant avec la maladie oui, dans cette une très éducation. grande place d'ailleurs. Voilà. Je vous propose, Madame Émilie, Madame Rabiatou, d'avancer parce qu'il est 12h57. Alors, on a beaucoup de choses à dire, mais d'avancer Ah effectivement ouais. dans l'avancée, ouais. Sur les actions de plaidoyer et le leadership. Ah, il faut revenir, Monsieur Tilat. Allez, madame, Juste rapidement. voilà, madame Rebiatou, peut-être sur le plaidoyer. Sur le plaidoyer. Et je vous laisse la parole, Madame Émilie. Voilà. Ah alors, du coup, c'est quand même difficile à mettre en place au niveau Parce que là, je des crois qu'on est arrivé aux différences et des résultats. ça coupe, je sais pas. Allez-y, Émilie, allez-y. Oui, ça coupe. Mais voilà, donc au niveau du plaidoyer, c'est toujours difficile à mettre en place, mais c'est hyper important si vous dites que vous avez en plus c'est le ministre de la santé qui est là? Mhm. Oui, Dans le vos ministre de la Santé, il assiste aux activités et tout, mais jusqu'à cette date, il y a 5 ans qu'on a créé l'association. Vraiment, on n'a eu aucune, je sais pas, aucune aide, aucun appui. Bon, c'est l'assistance aux réunions et tout qui se passe. Mais je pense que
on peut dire que c'est de notre faute parce qu'on n'a jamais engagé une action allant vers ce plaidoyer-là. Oui, mais je pense que du coup, vous avez une porte ouverte par chez vous qui est vraiment formidable par sa présence. Oui, Et effectivement, si vous avez des demandes à faire, je pense qu'après, il faut essayer de formuler de votre côté. Nous, après, c'est toujours difficile par contre, hein, parce qu'on va retourner un petit peu sur le plan du bénévolat, justement de trouver des gens qui sont engagés pour un travail, comme ça très précis, je veux dire plus intellectuel pour le coup et plus impliquant en temps, en énergie, sur un travail de longue durée. Nous, on a la chance d'avoir l'appui de l'AFH nationale qui est juste au-dessus de nous, justement avec nos experts en plaidoyer de santé. Et donc, quand on a une problématique, on peut travailler vraiment en équipe pour, euh, pour essayer de faire bouger les choses. On a l'appui des médecins également, et qui nous permet aussi d'avancer. Je pense que c'est ça aussi, ce travail collaboratif avec les médecins et les associations, dans le but de faire bouger les choses qui nous semblent parfois stagner. Je pense qu'on va pouvoir passer. Ah non, on est sur on peut l'importance du passer au leadership. On n'a message pas ouais, Oui. on n'avait pas parlé de l'importance du leadership, hein. Je ne sais pas comment ça se passe par chez vous. Je vais peut-être donner tout de suite la vision du Oui, Nord-Pas-de-Calais. oui. Nous, on fait un co-leadership. En fait, moi, j'ai été élue présidente de Nord-Pas-de-Calais, mais on a un bureau. Et en fait, les décisions, elles se prennent ensemble au bureau, souvent au vote. Donc, en suivant en plus notre projet de départ. Et donc, chacun a son petit mot à dire et on œuvre pour qu'on soit tous sur la même ligne de travail. Et Lily, je crois que ça résume vraiment le slide, les ressemblances. Donc, on procède aussi de la même façon, mais pas seulement les membres de l'association, aussi avec les médecins et le professeur, les professeurs et autres. Donc, nous, à part le bureau, on demande aussi des conseils aux autres médecins de l'hôpital national. Je vous propose de passer à la slide suivante qui est sur les éléments de contexte et puis peut-être d'aller directement à la lecture et puis voilà, d'aller au plus rapide parce que vous avez beaucoup de choses à dire ensuite après. Donc, Monsieur Thomas, je pense qu'on va aller aux difficultés de recensement des malades. Donc, les difficultés, j'avais cité à cause de la rareté de la maladie et la méconnaissance de la maladie dans de nombreux centres de santé. Donc, c'est un problème majeur ici au Niger parce que tu peux aller dans un centre de santé, tu dis que tu es hémophile, on va dire que, mais tu es drépanocytaire. Je dis non, il faut expliquer longtemps. Donc, ça, c'est un grand problème pour nous. Donc, il y a aussi sur le contexte extérieur. Madame Émilie, est-ce que vous voulez compléter sur les aspects de général et contexte peut-être économique? Attends, je suis perdue là. Le contexte économique, du coup, voilà, ouais, très compliqué au Niger, mais complètement différent de ce qui se passe en France, puisque nous avons l'accès aux soins avec l'assurance maladie. En fait, l'hémophilie, elle est sur ce qu'on appelle une liste des affections longue durée, qu'on appelle nous ALD. Et en fait, cette reconnaissance sur cette liste, ça nous permet d'avoir justement la sécurité sociale qui permet de prendre complètement en charge les traitements et les soins qui peuvent être apportés, les allers-retours aussi aux urgences et tout. En fait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la sécurité sociale, le fonctionnement par chez vous, je ne sais pas s'il est le même ou pas, mais en fait, on va dire que c'est une sorte de caisse solidaire dans laquelle tous les gens qui travaillent finalement cotisent et permet en fait du coup en retour que chacun puisse en bénéficier quand on en a besoin. Donc, je pense que on se rejoint là-bas aussi. C'est pas des différences, mais c'est des ressemblances. Mais il y a une nuance que nous, c'est pas la sécurité sociale, mais c'est plutôt les mêmes médecins là qui étaient là à la création de l'association. Donc,
quand les enfants partent, ils font des consultations gratuites et il y a un bénévole aussi qui a pris en charge les examens. Donc, à cette heure-là, je peux dire que il y a la gratuité, mais qui n'est pas de l'ordre étatique. Donc, ce sont les bénévoles qui cotisent aussi et qui font ces démarches-là. Et quand même, dernièrement, on a commencé à avoir quelques subventions grâce à M. Philippe. Bon, je ne dirais pas. Donc, ça va, ça atténue les charges, mais ce n'est pas étatique, c'est les bénévoles qui assurent tout ça de notre côté. C'est énorme comme don, en fait, finalement. C'est quelque chose. Oui, c'est un don. C'est un monsieur, il dit que là, tout enfant qu'on retrouve et qui n'a pas les moyens de faire les examens ou bien de l'appeler. Donc, ça nous a beaucoup facilité les choses, ça nous a beaucoup facilité le fait d'avoir, de pouvoir avoir d'autres enfants et tout. Voilà. Donc, parce que c'était très important pour nous. Voilà. Donc, nous, c'est vrai que pour le coup, donc, dans le Nord, on a accès au CRC, au suivi médical, mais très, très facilement, finalement, tout au long de la vie, sans souci. Et le centre de Lille, justement, est reconnu au niveau national, déjà au sein du CHU en lui-même et par le ministère de la Santé. Et là-dessus, du coup, les associations ont quand même un petit mot à dire, justement, pour appuyer les agréments qui sont renouvelés, justement, par le ministère environ tous les 3-4 ans. Donc, nous, on fait un petit courrier également d'appui pour expliquer ce qu'on fait en travaillant en collaboration avec eux. Donc, on va mener des actions aussi pour arriver à ce stade-là, parce qu'il y a des propose, pardonnez-moi, Madame Rabiatou, je vous propose d'avancer parce qu'il est vraiment 13h05 et qu'il faut laisser la parole au professeur Jean-Christophe Gris et son partenaire, le docteur Elitac, sur l'enjeu diagnostic, parce qu'après, il est pris par d'autres obligations. Donc, ce que je vous propose, malheureusement, c'est de rappeler rapidement les ressemblances. On va passer directement à la conclusion, même c'est dommage, mais de toute façon, les personnes ont accès aux slides et à ce qui sera dit. Donc, on passe directement aux ressemblances et puis ensuite directement aux conclusions. Je suis désolé de faire ça. Je suis le mauvais bougre. Voilà. Allez-y, Madame Rabiatou. Madame, moi, je n'ai pas compris, c'est le manque, je vois en ressemblance, manque d'accès à Internet. Manque d'accès à Internet à l'AFH, vraiment, je n'ai pas compris ça. Oui, parce que vous avez les soucis de connexion d'Internet et finalement, nous, ça arrive quand même assez régulièrement qu'on ait des soucis et on a des gens qui sont encore sur des zones pas couvertes d'Internet. Donc, ça arrive même en France, il y a encore quelques zones grises. Et nous, par contre, on a la chance quand même pour la FH Nord-Pas-de-Calais d'avoir mis un outil Zoom en route, et ce qui nous permet quand même de nous rencontrer plus facilement, puisque ça reprend sur le point suivant finalement. J'ai essayé d'accélérer. Donc, je pense qu'on a fini les ressemblances parce que ce sont tous les deux des grands territoires et jours. Non, déjà, c'est une difficulté pour faire venir. Oui, j'essaie de le faire. Parce que le problème des bénévoles aussi, il y a des bénévoles qui sont dans d'autres régions, donc pour les faire venir et tout, c'est tout un trajet. Donc ça aussi, c'est des difficultés qu'on rencontre. Voilà, donc nous, une des solutions qu'on a trouvées pour ça, c'est l'utilisation du Zoom. Ça nous permet de pouvoir communiquer sans toujours nous déplacer. C'est très, très aidant. Et on a quand même connu... Néanmoins, la période Covid ici, les gens n'ont pas tellement respecté, il n'y avait pas tellement... Donc, ça n'a pas empêché grand-chose. Voilà. Et ouais, ça, c'était un petit peu plus compliqué, pareil, hein, mais finalement, c'est ça aussi qui nous a permis de mettre ce Zoom en place. Donc, vous voyez, on a su rebondir et avancer. Donc, on peut passer à la conclusion, M. Thomas. Allez. Allez, passez, mon cher Tilat, passez, voilà, vous verrez, retrouverez ça sur les slides qui vous seront communiqués à vous tous et on passe directement à la conclusion, mon cher Tilat, et de proposer, voilà, les points qui seront proposés. Voilà les conclusions à laquelle vous êtes arrivés, au fond, pour soutenir l'engagement associatif. Voilà. Voilà, donc il y a le désir d'accompagner qui existe partout dans le monde finalement, quelle que soit la motivation, hein, ce qu'on a dit au départ, notre communauté a une forte volonté, les parents, les malades, les proches, on a envie d'avancer ensemble.
Il Euh, existe aussi des formes différentes d'engagement sur une action d'un temps ou sur le long terme. On va utiliser et accepter les deux. Madame Émilie, vous continuez, on lit un à un, c'est bon? Oui, c'est une très bonne Oui, idée. Chacun son oui, tour. oui, chacun allez. son tour. Voilà. L'excuse. Alors, l'excuse du manque de temps, donc ça peut être combattu en parlant justement d'un engagement précis pour une action précise. On ne demande pas aux gens de s'engager d'emblée toujours sur de long terme. Chacun donne du temps qu'il a. On nous dit d'emblée, ben, je peux être là qu'une journée, je peux être là plusieurs journées et on fait Un en plan fonction. d'action. Voilà, on fait en fonction de ça. Et puis, en général, quand on respecte bien ce vœu-là, finalement, les gens d'eux-mêmes vont revenir nous dire, ben, si tu as besoin de moi, encore une fois, je suis disponible. Et un petit peu à la fois, ils rentrent un petit peu plus dans l'engagement bénévole. Madame Un Rabiatou. plan d'action précis annuel est une nécessité pour une association. Ça, on le note et on va l'appliquer, savoir ce que l'on fait, avec qui et pourquoi. C'est important. Voilà. Voilà, donc ça, Madame- c'était une solution importante. Le travail collaboratif, patient et soignant, donc indispensable du coup pour les plaidoyer, à la fois auprès des autorités et puis surtout pour les actions éducatives et le diagnostic auprès des patients. C'est hyper important et ça nous permet vraiment d'apprendre et de comprendre la maladie et de faire de nous des acteurs de santé, en fait, de notre santé surtout. Madame Ça Rabiatou. rejoint le point suivant. Ça rejoint le point suivant, l'éducation à la santé sur l'hémophilie est la clé de l'engagement. Accompagnement individuel et action d'éducation thérapeutique avec les soignants. Voilà, ah ben exactement. Des évolutions positives de la prise en charge des patients, donc un moteur d'engagement. Qu'est-ce que je voulais marquer là? Attendez, les résultats tangibles sont obtenus et doivent être montrés à la communauté. Oui, c'est important de mettre en valeur toutes les victoires, hein. Il n'y a pas de petites victoires. Oui, Tout ça, ce sont nos pensées développées. Donc, je pense que lire aussi, ça revient à la même chose. Un leadership associatif laissant la place à chacun d'agir et de prendre sa responsabilité essentielle. voilà. Et le co-leadership nous permet aussi de ne pas mettre tout sur nos dos de présidente, finalement, de partager vraiment le travail. Et ça, c'est important, hein, parce qu'on a un travail Oui. au côté de la famille. Et aujourd'hui, l'accès à Internet est important et l'accompagnement des personnes pour savoir l'utiliser, c'est très important parce que quand tu ne sais pas utiliser les outils, même si tu as la connexion, tu peux pas te connecter, tu peux pas suivre les différentes formations. Donc, c'est très important, je pense. Oui, tout à à Madame fait. Émilie. Madame Émilie. Se donner du temps, c'est essentiel, agir étape par étape. On peut Se donner pas, du temps est essentiel, agir étape par étape. L'engagement vient moins vite que le leader. Et c'est vrai, mais il vient. Voilà. Absolument. Et voilà. la conclusion finale, on la laisse peut-être à Madame Rabiatou. Allez. Ah, Madame Rabiatou, coupé. Madame, Eh ben, c'est peut-être Madame Émilie. Allez-y. alors, l'accompagnement de la FAT et de la FMH. Ah oui, ben justement, ils ont pu obtenir un appareil pour le diagnostic et l'accès à l'aide humanitaire. Accompagnement de la force. Ah, ben voilà, Madame Rabiatou. Vous Donc, m'entendez? oui, je vais terminer pour vous parce que je suis désolé, mais on est à la toute fin, donc je vais terminer. Mais au fond, ce ne sont que des étapes. Je vais demander à Tilette de présenter la dernière slide, qui est simplement une slide de remerciement. Moi, je voudrais remercier Madame Émilie Capel et Madame Rabiatou Hachimou pour cette présentation. Et tout de suite, sans attendre, merci à vous deux.